Okay, good morning, everybody. My name is Simun Kyung from Korea, and it's my great honor and pleasure to be here with you today. Today, I'm going to talk about microimplant and Genius self-ligation bracket. So, I think French people are very, very proud of French language. Korean is also very, very Le proud coréen of est Korean alphabets. également une très belle langue et les Coréens sont fiers de l'alphabet coréen car c'est en fait l'alphabet le plus scientifique. Il a été inventé au XVe siècle. Avant, nous utilisions les caractères chinois. Nous avions notre propre langue et le coréen et le chinois, ce sont deux langues totalement distinctes. Quoi qu'il en soit, en Corée, il n'y a pas d'illettrisme. Tout le monde sait écrire et lire, même encore avant d'aller à l'école secondaire, enfin primaire. Et on a aujourd'hui un mélange entre le coréen et l'anglais que l'on appelle le konglish. J'espère que vous comprendrez de ce que je veux dire, même si j'ai un petit peu des problèmes d'accent. Voilà donc le roi qui a encouragé l'alphabétisation. Et l'UNESCO utilise l'alphabet coréen pour enregistrer de nombreuses langues africaines, car, comme je vous l'ai expliqué, c'est un alphabet qui s'adapte très bien à l'enregistrement de tous les types de sons que l'on peut entendre. Dans certains pays, l'alphabet coréen est donc adopté à la place de l'alphabet anglais pour écrire les manuels scolaires. Voilà ma ville, Daegu. C'est la 3e ville coréenne. Vous savez, la Corée, c'est un petit pays, entouré de très grands pays. Mais nous avons derrière nous 5000 ans d'histoire et nous devons, je dois dire, tenir tête aux grands pays tels que la Chine, la Russie et puis récemment le Japon pour nous affirmer. Mais nous avons quand même réussi à leur tenir tête et à survivre. Voilà donc la faculté dentaire et ici l'hôpital dans lequel je travaille. Si vous avez la possibilité de venir en Corée, venez me trouver dans mon service à l'hôpital. Je vous accueillerai très volontiers. J'ai commencé en 1980, j'ai fait un internat d'1 an et puis encore 2 ans de spécialisation. À l'époque, c'était un programme de 4 ans. Et je crois que cette diapositive montre bien la révolution dans le domaine de l'orthodontie. Quand je faisais ma formation, à 90% de l'orthodontie était faite avec du scellement et des braquettes soudées. Pendant ma formation, j'ai essayé de commencer à travailler différemment, avec plutôt du collage. Mais au début, ça n'était pas facile, il y avait de très nombreux échecs. Et puis, je suis commencé à m'intéresser à l'orthodontie linguale. Aujourd'hui, Invisible Aligner est très en vogue. Et puis, l'ancrage squelettique également, qui est devenu qui a fait office de révolution. Alors, quelle a été l'évolution dans le traitement orthodontique? Eh bien, les braquettes esthétiques, les autoligaturants. Et je suis moi-même quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse à tout ce qui est nouveau sur le marché. Donc, j'essaye absolument tout ce qui se présente sur le marché en matière d'autoligaturants. Tous les nouveaux concepts m'intéressent. Les braquettes autoligaturants, est-ce vraiment un nouveau concept? En réalité, non. Ici, vous avez des caractères chinois difficiles à lire. Voilà l'équivalent en alphabet coréen, beaucoup plus facile. Mais voilà ce que cela signifie en réalité.
voir l'ancien pour découvrir le nouveau. Ici, un manuel qui vous montre qu'en fait, il y avait déjà des braquettes autoligaturants il y a très très longtemps. Pourquoi ne les avons-nous donc pas utilisées? Pourquoi a-t-il fallu attendre pas mal d'années pour qu'ils deviennent beaucoup plus populaires? Ici, en 1983, nous avons déjà des braquettes lingots du professeur Fujita qui sont conçues. En fait, à l'époque, il a voulu les développer, puis il a abandonné. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'avait pas de fil d'arc de bonne qualité. Pour les autoligaturants, c'est quand même difficile parfois de les attacher. Et donc, si le fil est difficile à insérer et s'il ne s'insère pas correctement dans la gorge, on ne va pas pouvoir fermer le clip. C'est la raison, à mon avis, principale de son échec. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a une nouvelle version des autoligaturants. Il y a tellement d'articles dans la littérature qu'on ne sait plus par où commencer. On dit que ce sont des braquettes avec moins de friction qui permettent d'améliorer la durée du traitement, que c'est beaucoup plus facile à poser et à retirer, que c'est moins désagréable et moins complexe pour le patient, que pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est bien meilleur, et qu'enfin, cela irrite moins les tissus mous. Donc, de très très nombreux articles, faites votre propre recherche sur Internet, c'est édifiant. Selon différentes études, si l'on utilise des braquettes autoligaturants, on peut réduire la friction. Je pense que c'est vrai. Article récent concernant aussi la durée du traitement. La durée du traitement, là, il y a encore une controverse quand même. Tout le monde n'est pas d'accord. Il est quasiment impossible de faire une étude très précise parce que chaque patient est individuel, chaque patient est différent et comment trouver un système dans lequel on aurait des patients et des témoins? Cependant, certains articles le disent, on peut réduire la durée du traitement avec les autoligaturants. Ensuite, pose et retrait des durée de la pose et époque de repose et de retrait des fils dans les autoligaturants. On dit là aussi qu'on gagne du temps en matière de pose et de retrait. Et la société Tomy a d'ailleurs mis sur le marché des braquettes lingots très innovants qui ont été testés justement en orthodontie linguale. Ce sont les premiers braquettes autoligaturants que j'ai utilisés, les SPEED. L'une de mes étudiantes a justement accepté de les tester en orthodontie linguale. Vous voyez le traitement en orthodontie linguale avec des braquettes SPEED. On a fait un setup, on a posé les braquettes. On a posé un fil nickel titane. Et voilà le travail. Donc j'ai traité l'une de mes étudiantes avec ce système. Et voilà les conclusions. Après l'utilisation des braquettes autoligaturants, si nous utilisons un modèle très précis et que l'on utilise ce type de modèle, on peut poser les braquettes de manière très très précise. Premier cas donc de traitement d'orthodontie linguale avec ce type de modèle. Et puis on peut également poser un fil tout à fait normal en linguale. De plus en plus en orthodontie linguale, les praticiens utilisent des fils droits, tout simples. Et d'après ce que me disent les praticiens, c'est plus facile de poser des braquettes autoligaturants que des braquettes conventionnelles, même en orthodontie linguale. Il existe deux types de braquettes autoligaturants. Il y en a un qui est passif, l'autre qui est actif ou semi-actif. Soit dit, dans mon expérience,
Ce type de braquette actif n'est en réalité actif que par le nom. Il n'est pas vraiment actif. En fait, en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté dans mon expérience. Ici, vous avez aussi différents types de braquettes autoligaturants, lingots. Voilà maintenant ma recherche. Comment peut-on gagner du temps sur la pause et le retrait en orthodontie linguale? On peut réduire de 80 à 120 secondes pour une arcade dans un modèle d'encombrement. Par contre, dans un modèle plus aligné, on peut gagner 60 à 80 secondes. Et pour ce qui est du retrait, 15 à 30 secondes par arcade dans les deux cas. De nombreux praticiens insistent sur le fait qu'en utilisant les autoligaturants, on peut réduire la douleur pour le patient et l'irritation des tissus mous, qu'on améliore également l'hygiène bucco-dentaire. Quoi qu'il en soit, cette société qui se trouve à Taïwan leur président m'a contacté il y a déjà un certain temps pour que je l'aide à développer des braquettes, justement. Cette société s'appelle MEM. Jusqu'à maintenant, ils développaient des braquettes de type conventionnel, céramique, autoligaturants. Et aujourd'hui, plus récemment, ils ont décidé de travailler sur des autoligaturants clairs, transparents. Ça vient juste de sortir, justement. Je les ai testés, je lui ai donné mon retour d'expérience. Et c'est pour cela que j'ai testé le système Genius. J'ai visité d'ailleurs l'usine sur place, c'est vraiment splendide. Ils utilisent des machines allemandes et ils sont également en relation avec des ingénieurs au Japon et aux États-Unis avec l'aide desquels ils ont développé le système. Cependant, comme vous le savez, il est parfois difficile et lent de changer les systèmes et pourtant, eux, ils ont réagi très très vite. Chaque fois que je leur ai donné un retour, ils ont réagi en fonction du retour que je leur donnais. Ils ont modifié la conception du système très très rapidement en fonction de mes remarques. Après, ça n'est toujours pas parfait. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. De toute façon, les braquettes sont de tout petits objets. On peut avoir de très belles idées, sauf que après, pour les appliquer à des objets de cette petite taille, ça n'est pas simple. Un ingénieur a du mal à appliquer de nouvelles idées à des objets, à des dispositifs de taille aussi réduite. L'année dernière, j'ai essayé justement des braquettes Genius et j'ai essayé de corriger des rotations dans l'arcade inférieure par des micro-mouvements. 6 mois plus tard, voilà l'alignement que j'avais obtenu. Cette patiente est un cas très spécial parce que dans notre société asiatique, nous avons de très nombreux cas d'égression comme ceci. Comme vous pouvez voir, nous avons également une protrusion bialvéolaire et dans ce cas, il faut obtenir plus d'ancrage. Nous avons besoin de travailler avec plus d'ancrage que chez les patients occidentaux. C'est une spécificité des patients orientaux. Braquette céramique à l'arcade supérieure, toujours fabriquée par MEM. Donc là aussi, j'ai pu donner un feedback. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ils ont amélioré la qualité de leur braquette céramique. Ils sont très fins et au niveau de la friction, ça ressemble à du métal en fait parce qu'il y a un revêtement spécial qui est fabriqué aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un ingénieur qui a travaillé avec eux, qui était anciennement concepteur du système Demon. Donc, il a de très nombreuses idées. Il y a des choses qui restent au niveau théorique dans l'ordinateur, mais il y en a certaines qui peuvent être mises en œuvre sur le plan technique.
alignement. Et comme vous pouvez le constater ici, j'ai posé des micro-implants comme ancrage. À l'arcade inférieure, je n'ai pas utilisé de micro-implants, car vous savez que c'est toujours à l'arcade supérieure qu'on a besoin des ancrages les plus forts. Ce cas n'est pas fini. Donc malheureusement, je ne peux pas vous présenter des photographies de cas finis avec le système Genius. Je n'ai commencé que l'année dernière, donc je n'ai pas suffisamment de recul encore. Quoi qu'il en soit, des braquettes restent des braquettes. Des braquettes ne vont pas modifier le plan de traitement de toute façon, quel qu'il soit. Je dis toujours à mes étudiants, lorsque vous traitez des patients, il y a deux choses auxquelles vous devez penser. L'efficience et l'efficacité. Parfois, l'efficience, c'est mieux. Mais parfois, il faut plus d'efficacité. À vous de voir, à vous de pondérer. Dans mon expérience avec les systèmes auto-ligaturants, je pense donc qu'il est vrai qu'il y a moins de friction. Pour ce qui est de la brièveté du traitement, ça je ne sais pas, ça dépend du cas. Par contre, il est vrai que l'on peut réduire le temps de pause et de retrait. Et du coup, cela permet de traiter plus de patients chaque jour. Aux États-Unis, ils arrivent à traiter 100 patients par jour. C'est pour ça qu'ils utilisent énormément de braquettes autoligaturants, ça va plus vite. C'est moins douloureux, c'est moins inconfortable pour le patient. Certains praticiens préfèrent les élastiques ou les différents systèmes. Chacun a ses propres choix, mais je pense que dans ce cas, c'est peut-être moins douloureux. Meilleure hygiène bucco-dentaire à voir et moins d'irritation des tissus, oui, ça c'est évident. De nombreux orateurs vont vous parler des autoligaturants de manière plus détaillée. Donc moi, je voudrais vous parler de l'ancrage par micro-implant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Cette patiente a été traitée en Allemagne. C'est la fille d'un de mes amis. Et le praticien allemand avait promis de la traiter avant la fin de ses études. Mais voilà comment elle était quand elle est revenue en Corée. De toute évidence, le praticien n'avait pas d'expérience dans les cas d'extraction, avec extraction. Parce que là, on a les effets secondaires classiques des cas d'extraction qui sont mal envisagés lorsque personne n'a réfléchi aux ancrages. Moi aussi, quand j'étais un débutant d'ailleurs, j'ai été confronté à ce genre de situation. Ici, vous voyez qu'il y a de très nombreuses difficultés sur le plan transversal, vertical, le mordu antérieur. On a de l'espace dans l'arcade supérieure. Bon, ça arrive fréquemment parce que là, le cas a été traité sans réfléchir à l'ancrage. Surtout lorsqu'il s'agit d'un cas avec extraction. So anchorage control is almost... Le contrôle de l'ancrage, c'est littéralement mission impossible, surtout pour les débutants, pour les jeunes praticiens peu expérimentés. Et quelle est la différence justement entre les praticiens expérimentés et les débutants dans l'orthodontie? Eh bien, le contrôle de l'ancrage. Car c'est quelque chose qui est absolument essentiel en orthodontie, un peu comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Il faut s'assurer. Et le docteur Tweed a été le premier à insister sur l'importance des ancrages en orthodontie. Dès les années 1940, il avait déjà présenté lors d'un congrès 100 cas qu'il avait traités. Et à votre avis, combien de temps est-ce qu'il a mis pour comprendre la théorie de cet angle? 12 ans. Et cet angle FMI, quand il a fini par l'utiliser comme critère de diagnostic pour décider d'extraire ou de ne pas extraire, combien de temps il lui a fallu, à votre avis, pour trouver cette théorie? 20 ans. Donc, il traitait les cas sans extraction
selon ce que lui avait enseigné son mentor, le docteur Enger. Vous connaissez tous la philosophie du docteur Enger, qui est celle de la non-extraction. Mais pour cela, il fallait développer des braquettes spécifiques. Avant, il utilisait des braquettes avec des extractions, et puis il a mis au point les braquettes Edgewise en 1927 ou 28. Et sa façon de voir les choses a complètement changé. Il est passé d'une philosophie de l'extraction à une philosophie de la non-extraction. Malheureusement, il est décédé au début des années 30, et le docteur Tweed a repris ses principes et les a appliqués. Néanmoins, il a commencé à travailler en extrayant. Il faisait un premier traitement, il extrayait les prémolaires et il refaisait un deuxième traitement. Et il a ensuite commencé à développer la fameuse théorie du triangle de Tweed. Alors, qui d'entre vous connaît justement la première partie des mécanismes Tweed? 7, 8? Personne n'a essayé? Et moi, j'ai essayé. Tous les orthodontistes ont suivi les enseignements de Tweed. Et ceux qui l'ont fait n'ont plus jamais travaillé de la même manière. Ils ont tous dit, une fois ça suffit, on essaye une fois et on ne recommence jamais parce que c'est d'une complexité hallucinante. Il y a des élastiques, des fils dans tous les sens et il faut obtenir une adhésion totale du patient du premier au dernier jour du traitement. Et si votre patient ne coopère pas, vous n'arrivez même pas au bout du traitement. Vous ne finissez aucun cas, tellement c'est compliqué. Et cette diapositive que j'ai retrouvée, on a 14 étapes. Et chaque fois, cela veut dire changer le fil d'arc. Vous imaginez la difficulté pour l'orthodontiste. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les orthodontistes utilisent plutôt un système avec un fil simple et droit. Pourquoi est-ce que Tweed a développé cette technique d'une complexité hallucinante? Parce que il avait été confronté à ce type de situation après extraction. Moi, je dis toujours à mes étudiants, les orthodontistes passent tout leur temps à traiter des malocclusions qui sont d'origine iatrogène, qui ont été provoquées par un mauvais traitement. Après l'extraction, quand on commence à appliquer des forces, l'occlusion ne fait qu'empirer, elle ne s'améliore pas. Donc nous passons beaucoup de temps à traiter des malocclusions, mais qui sont d'origine iatrogène, c'est-à-dire qu'elles ont été provoquées par des praticiens. Bon, après, en matière d'ancrage, de contrôle de l'ancrage, il y a des variations interindividuelles. Les patients ne se ressemblent pas, ils sont tous différents. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le traitement orthodontique est difficile, parce qu'il est sur mesure, parce qu'il nécessite d'abord une formation très longue, beaucoup d'expérience et ensuite du temps. Il y avait un professeur très connu au Japon qui disait le traitement orthodontique, eh bien, dans le traitement orthodontique, la connaissance est importante, mais on ne peut pas traiter les patients avec des connaissances théoriques. Les connaissances, vous pouvez les trouver dans les manuels et vous pouvez analyser tout ce qui vous est dit dans un livre. Mais pour traiter un patient, il faut un minimum de sagesse. Et la sagesse est beaucoup plus difficile à acquérir que la connaissance. Vous connaissez tous ce genre de graphique qui montre les différents fils. Par exemple, si j'appliquais ce genre d'angle, combien d'entre vous sont capables de calculer le moment et la force ici? Vous êtes tous d'excellents orthodontistes, je n'en doute pas. Mais avant de commencer mon traitement, lorsque j'ai vu ça, j'ai été très surprise. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'un orthodontiste est capable en quelques minutes de faire ce calcul et de l'appliquer au patient?
si vous ne connaissez pas ces calculs, ces formules mathématiques, vous n'êtes plus en mesure de traiter vos patients. Évidemment que non, vous êtes en mesure de traiter vos patients. Je ne sais pas si les échecs sont très connus en France. Il y a beaucoup de gens qui y jouent. Ici, vous avez une image de Bill Gates et d'un champion norvégien également. Et il a pu justement battre Bill Gates. Et pourtant, on sait que Bill Gates, ça n'est pas n'importe qui. Et il avait mis au point un programme informatique, mais ce programme informatique, cet ordinateur, avait battu Garry Kasparov. Maintenant, si vous achetez ce logiciel qui joue aux échecs, vous pouvez jouer justement contre l'équivalent d'un champion occidental. Qu'en est-il justement de l'orthodontie? Ici, je ne sais pas trop comment vous le dire, il y a 129 000 nombres de cas. Donc encore une fois, on ne peut pas exprimer avec des mots ce que les ordinateurs sont capables de faire. Et récemment, il y a eu un match en Corée entre un joueur professionnel et l'ordinateur. Et AlphaG, AlphaGoogle a gagné 4-1. Donc cet ordinateur est capable d'enregistrer 129 000 coups différents. Après, ce n'est pas le logiciel de Monsieur Tout-le-Monde, parce que je crois qu'il faut l'équivalent de 1000 unités centrales pour pouvoir jouer contre un joueur professionnel. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de coups différents qu'il faut pouvoir les connaître tous. Eh bien, l'orthodontie, c'est pareil. Vous avez tellement de nombre de cas différents qu'il faut tous les connaître pour pouvoir faire face. Le traitement orthodontique, c'est ça relève à la fois de l'art et de la science. J'ai entendu dire que l'orthodontie est condamnée à plus ou moins brève échéance, que le métier va disparaître, car ce sont les ordinateurs qui vont prendre la relève et qui vont tout calculer à la place des orthodontistes. Enfin, on n'y est pas encore. Parce que, encore une fois, les patients étant tous différents, les ordinateurs ne peuvent pas appliquer le même algorithme à tous les patients. Et donc, du coup, c'est nous qui devons quand même donner les données au calculateur, à l'ordinateur, avant qu'il ne calcule le traitement. Et l'ordinateur n'est pas en mesure de nous donner un programme qui s'applique à tout le monde. Donc, je pense que vous ne devez pas trop vous en faire, vous ferez quand même carrière. Et j'ai appris beaucoup de mes enseignants, différentes mécaniques, différentes théories. Par exemple, ici, chaque fois que je rencontrais un nouveau enseignant qui m'enseignait un nouveau système, je disais « Ah, c'est génial » et je l'appliquais. Puis j'en rencontrais un autre et je changeais. Sauf qu'à force, ça ne marchait pas. Parce que, encore une fois, les cas qui nous étaient montrés n'étaient que des succès de traitement, pas des échecs. Donc on pensait que c'était génial, quand on l'appliquait soi-même, ça ne fonctionnait pas. En orthodontie, ce qui est important, c'est la différence de concept en matière d'ancrage. Au début, quand je faisais ma formation, justement, l'une des missions impossibles pour moi, c'était de de conserver l'angle. Ça, c'est un traitement par l'un de mes enseignants il y a longtemps, il y a 20 ans. Il a traité des angles hyperdivergents et quand vous regardez le résultat final, ça semble bien, sauf que en fait, il a ouvert le plan mandibulaire. Et il faudrait utiliser des élastiques de Crest 2 ici, pas des 1. Donc ça n'est pas facile. Vous voyez les effets secondaires des élastiques.
agression, inclinaison et ouverture du plan mandibulaire. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Or, moi, j'avais appris que cet angle, il devrait être conservé avec des cresses 1 et des cresses 2. Mais moi, je constatais dans mon expérience que ça n'était pas possible, surtout lorsque vous avez des angles comme celui-ci. Et puis, quand mon enseignant a assisté à des conférences, il a changé de façon d'organiser le plan de traitement et on a envisagé aussi la mécanique Tweed-Merrifield. On a eu d'ailleurs la permission du professeur Tweed pour utiliser son système. Mais cette mécanique est efficace, sauf qu'elle est tellement compliquée qu'on ne peut pas l'appliquer telle qu'elle. Et donc, on a eu l'autorisation de passer de la mécanique Tweed à la mécanique Tweed-Merrifield, c'est-à-dire une modification du système original à 14 étapes qui ne comporte plus maintenant que 6 étapes dans la version Tweed-Merrifield. Ça, c'est la meilleure mécanique pour les cas d'extrusion, pour les protrusions alvéolaires. Parce qu'on en a quand même très souvent dans la société asiatique. C'est quelque chose d'anatomique chez les patients asiatiques, cette protrusion bialvéolaire. Le plus compliqué, c'est d'obtenir l'adhésion du patient. Vous avez tous vu le film Nemo et vous avez vu cette petite fille qui représente tout à fait ce que je veux dire. Sauf que si vous obtenez une très bonne coopération de votre patient avec des forces extraorales, il faut quand même être patient parce que cela peut entraîner des problèmes d'ordre psychologique. Et franchement, si vos patients adhèrent parfaitement, c'est qu'ils sont un peu bizarres, hein. Les gens normaux n'adhèrent pas facilement. Et c'est la raison pour laquelle de très nombreux praticiens hésitent toujours à utiliser les systèmes Tweed parce que tout simplement, ça nécessite une énorme coopération de la part du patient. Si vous lisez les manuels du docteur Moyers, il y a cette citation. Enfin, il parle de la nature de l'orthodontie. C'est en fait le patient qui, à la base, va faire la différence en matière de succès ou d'échec. Même si vous êtes un praticien peu expérimenté, si vous avez une bonne coopération de votre patient, vous aurez un bon résultat. Et si vous êtes un praticien très expérimenté, mais qui n'obtient pas l'adhésion de son patient, vous pourrez très bien avoir des échecs. Vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, c'est en fait la nature, le patient qui fait la différence. Et puis, de toute façon, vous le savez, dans les conférences, les grands orateurs ne vous font voir que les cas de succès. J'ai un ami qui est allé aux États-Unis pendant 1 an et qui a fait le tour de toutes les conférences. Et il a eu lui-même beaucoup de cas d'échecs, sauf que pendant les présentations, évidemment, il ne présentait que les succès, les beaux cas. Donc, l'ancrage squelettique. Là aussi, c'est une longue histoire. 1983, premier cas publié d'ancrage squelettique. En fait, le système a eu du succès, sauf qu'ils n'ont pas parlé du diamètre de la vis dans cet article. On a l'impression que c'est un implant de 3 mm. 14 ans plus tard, le deuxième cas a été publié par le docteur Kanomi au Japon. Et lui, il a fourni des informations très importantes. Il a parlé de mini-implants de 1,2 mm. Il a dit que cela suffisait, que ça pouvait tout à fait fonctionner pour l'ancrage orthodontique. Je vous l'accorde, c'est petit. Mais justement, il a essayé d'éviter d'abîmer les tissus mous. Et il a travaillé avec ce genre de crochet à distance de la couronne pour préserver les tissus mous. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 14 ans? Pourquoi, malgré les succès de 1983, personne n'a utilisé l'ancrage squelettique pendant 14 ans? En fait, je pense qu'il y avait un problème de biomécanique avancée. Les vis, cela peut faire peur. Les orthodontistes n'aiment pas ce qui fait peur, n'aiment pas ce qui est dangereux.
Et on nous a montré uniquement des problèmes d'ingression des dents supérieures et inférieures. Et on avait de bons systèmes mécaniques à l'époque pour corriger ce type de défaut avec des appareils en 2 ou 3 parties à l'arcade supérieure. Mais les orthodontistes n'aiment pas trop utiliser quelque chose de difficile, de compliqué, juste pour obtenir une agression des dents supérieures. Il faudra attendre 1998 pour que l'on commence à utiliser le type de vis qui sont utilisés en chirurgie esthétique. Le docteur Kanoumi nous avait parlé de ces micro-implants, sauf que les micro-implants n'ont jamais obtenu la certification. L'un de mes étudiants a essayé de les introduire entre la 5 et la 6, et en essayant d'obtenir une rétraction. Et en 1999, ils ont montré de très nombreux cas très intéressants. Encore une fois, chez nous, on a de très nombreuses protrusions bio-alvéolaires. Donc, avec des micro-implants, on peut tout à fait obtenir une rétraction, un recul des dents antérieures. Et ça apparaissait comme une bonne idée à l'époque, et c'est la raison pour laquelle cette idée s'est diffusée ensuite. Taux de succès élevé, facilité de pose. Pourtant, il y avait encore des praticiens qui étaient inquiets de danger pour les racines. Ils avaient très peur que cela puisse créer des lésions sur les racines, surtout en matière de fixation intermaxillaire pour la chirurgie orthognatique. Et la lésion principale que l'on retrouvait, la plus préoccupante, c'était toujours et encore la lésion radiculaire. Que se passe-t-il si on endommage la racine? Il y a eu de très nombreux articles concernant les matériaux verts ionomères, résine. Et encore une fois, les praticiens s'inquiétaient de la difficulté et de l'ankylose. Mais bon, Andreasen, par exemple, a montré que l'ankylose n'était pas un souci. Il a dit que c'était surtout l'apisectomie qui pouvait poser un problème pour le ligament, plus que l'ankylose. En Turquie, le professeur Büyük Yılmaz a montré ces photographies très intéressantes. D'ailleurs, on a échangé nos photographies, nos clichés. Il a travaillé sur des patients humains et voilà ses conclusions. Contact avec la racine. Si on ne touche que le sément, ça s'arrange. Le sément, lui, il réussit à se restructurer, à se reconstituer. Si l'on touche la dentine, on obtient une invagination du desmodonte. Et si l'on ne pénètre pas dans la racine, il n'y a pas lieu à s'inquiéter, tant qu'on laisse la racine tranquille. Grabe m'a invité aux États-Unis pour faire un cours d'une journée à Chicago. Et il m'a fait voir des clichés très intéressants. La racine est ici, voici la couronne. Le chirurgien maxillofacial a coupé la couronne et ensuite il a appliqué des forces sur la partie supérieure de la... Il a coupé la racine et il a appliqué des forces sur la partie supérieure de la couronne. Et en fait, ici, on est perpendiculaire à l'axe de la racine. Donc, dans la mesure du possible, il faut toujours essayer, au contraire, d'insérer dans cette direction. C'est beaucoup plus sûr. Ce cas a été traité à Séoul. Et vous pouvez voir, comme moi, qu'il y a une régénération ici. Donc, encore une fois, tant que l'on n'a pas pénétré jusqu'à la pulpe, ça ne pose pas de problème. S'il y a un simple contact avec la racine, sément, dentine, mais qu'on ne va pas jusqu'à la pulpe, il n'y aura pas d'effet secondaire trop préoccupant. Quel est donc l'effet secondaire le plus grave lorsque l'on touche la racine avec les micro-implants? De nombreux praticiens vous diront qu'on augmente le taux d'échec. Ici, c'est une publication il y a des années. Et on voit ici un taux de succès de 92%.
En cas de contact, par contre, on a 62% de taux de succès. Et si on a un contact proche, mais pas trop profond, 87%. Donc ça dépend de la profondeur du contact avec la racine. Et malheureusement, au début, vous pouvez poser votre implant sans qu'il ne touche la dent, sauf qu'après, comme les dents se déplacent et se rapprochent, ça pousse le micro-implant vers la racine de la dent adjacente. Ici, nous avons un travail qui a été réalisé par nos internes sur le ratio de contact sur un modèle. Or, ce sont des internes, donc ce sont de jeunes praticiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et ils ont plus facilement des contacts avec la racine lors de la pose de micro-implant. Mais encore une fois, on trouve des différences, par exemple, entre le côté droit et le côté gauche, et entre l'arcade supérieure et l'arcade inférieure. Vous avez vu ici, tous les praticiens ont touché la première molaire, côté droit, et à l'arcade inférieure, ils sont toujours touchés la première molaire, côté droit, côté gauche uniquement la deuxième molaire. Donc, si on accède directement, peut-être qu'il y a un jeu d'illusion optique, je ne sais pas, une déformation optique qui fait que ça ne se passe pas de la même manière à droite et à gauche. Et c'est pour ça que je demande à mes étudiants d'abord de travailler sur un modèle en plâtre. Ici, un étudiant thaïlandais qui a fait une recherche et en fait, il a inventé une sorte de guide implantaire ou un guide de forage pour être sûr de ne pas toucher la dent, la racine. Mais pour moi, ça n'est pas suffisamment efficace pour être utilisé sur le plan clinique. Enfin, l'infection. Voilà le cerveau d'un homme. Et ici, vous avez le cerveau de la femme. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau des femmes puisque je suis un homme. Donc, par définition, je ne sais pas ce qu'il y a. Je pense que les femmes aiment bien être dans les bras des hommes. Elles aiment bien la bonne humeur, les bonnes manières et l'argent. Après, l'ordre n'est pas toujours le même. Aujourd'hui, c'est plutôt l'argent, l'argent et l'argent. Ça, c'est le cerveau de ma femme. Vous voyez, on peut poser des implants dans le cerveau. 5 ans plus tard, un cliché a montré la présence de cet implant, ce clou en fait, entre les deux hémisphères. Bon, je pense que cette personne a dû avoir un petit peu mal à la tête pendant 5 ans, sans trop savoir pourquoi, jusqu'à ce qu'on fasse un cliché et qu'on s'aperçoive qu'en fait, il avait un clou planté dans le cerveau. Même dans le cerveau, pendant 5 ans, on n'a pas eu d'infection. C'est quand même intéressant. Pas d'inflammation. Ça se passait en Russie. Et en fait, je me suis aperçue que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool et que l'alcool stérilisait son cerveau. Vous connaissez les jeunes qui font des piercings, qui se font des piercings partout. Ce sont en fait des implants. Ça n'est même pas posé par des médecins, c'est posé par soit la personne elle-même, soit dans un magasin de tatouage ou autre. Et pourquoi est-ce qu'eux sont capables de le faire sans trop de soucis et nous, on n'est pas capable de poser des micro-implants pour un ancrage orthodontique? Il y a quelques mois, nous avons fait une étude justement sur des médecins qui faisaient de la chirurgie. Ce n'étaient même pas des chirurgiens, c'était des médecins. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'envoyer vos patients chez un chirurgien maxillofacial pour poser des implants alors que vous auriez pu les poser vous-même? Ça n'est pas plus compliqué que d'extraire des dents. Il faut juste que les dentistes apprennent à poser des implants de la même manière qu'ils apprennent à extraire des dents. Aujourd'hui, de toute façon, la pose d'un implant, c'est finalement une chirurgie moins compliquée qu'une extraction.
Il y a eu 5 cas aux États-Unis de patients qui sont devenus totalement aveugles à la suite d'un traitement par force extra-orale. Donc je crois que les micro-implants sont moins dangereux que les forces extra-orales. Et puis, il y a des praticiens qui utilisent de très gros implants. Mais je crois qu'il existe des vis beaucoup plus petites, des micro-implants. Il n'y a pas de règle de toute façon sur ce qui est mieux. Moi, dans la mesure du possible, j'essaye d'utiliser plutôt des implants très fins, car plus ils sont fins, et moins vous avez de chances qu'ils n'entrent en contact avec la racine. Voilà une idée pour laquelle j'ai d'ailleurs déposé un brevet qui nous montre comment obtenir un espace hygiénique entre l'élastique et les tissus mous. C'est mon brevet. Alors, au début, on ne posait que des implants de 1.2 parce que c'est ce que disait le docteur Kanami, sauf que ça n'était pas suffisamment résistant. Et puis, à l'époque, c'était fait avec du titane pur. Aujourd'hui, on a des alliages titane. On n'avait pas beaucoup d'ostéo-intégration à l'extraction. Mais quand je pose des micro-implants, il y a 2 choses qui me préoccupent. 1, l'infection. 2, la lésion radiculaire. L'ostéo-intégration après. Et si au bout de 2 ans, on n'arrive plus à sortir l'implant parce qu'il est ostéo-intégré, qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Donc l'ostéo-intégration, ce n'est pas forcément très très bien. Cela dit, en général, on arrive quand même à retirer le micro-implant sans trop de difficultés. Après, des micro-implants de plus gros diamètre, ça peut fonctionner. Selon les données, il n'y a pas énormément de différence. Même des mini-vis ou des vis de taille plus importante ou des mini-plaques. Question de choix. 1,3, c'est néanmoins le diamètre qui donne le meilleur résultat. Statistiquement, il n'y a pas une grosse différence, il y en a une. Si on démarre petit, eh bien, on continuera petit, avec des petits diamètres. Par contre, si ça ne se passe pas bien, on va passer vers des implants plus gros. Sauf que les implants plus gros, il y a le danger de toucher la racine. Avec des implants petits, il y a le danger de la fracture d'implant. Donc voilà, c'est une question de choix entre les petits et les gros implants. Ça dépend aussi du site. Selon le site, moi, je choisis un diamètre différent. Je prends plutôt des diamètres plus étroits lorsque je veux être certain de ne pas causer de douleur aux patients. Il y a des praticiens qui insistent, il faut laisser au moins 1 mm entre le micro-implant et la racine adjacente pour s'assurer d'un bon taux de succès. Voilà le diamètre le plus fréquemment utilisé. 7 mm de longueur, 1,2 ici, 1,3 de diamètre ici. Alliage titane que l'on peut poser même sans forage. Ici, on a utilisé de l'os bovin, parce que c'est ce qui ressemble le plus à la mandibule humaine. Nous avons fait des essais. La force nécessaire pour l'insertion était de 23, mais c'était en direction latérale. Lorsque l'on a utilisé une force de 28, on a fracturé la vis. Donc en fait, on n'a pas besoin de grosses vis pour les ancrages orthodontiques. À l'heure actuelle, de nombreux praticiens veulent utiliser des vis qui se posent sans forage précédent, par autotaraudage. Il y a un professeur en Corée d'ailleurs qui dit qu'en utilisant des diamètres plus importants, on obtient des microfractures plus fréquemment. Et ces microfractures sont parfois la cause d'un échec. Il vaut dans ce cas mieux utiliser des diamètres plus fins. Ou alors des gros diamètres, mais en faisant un préforage. Et c'est la raison pour laquelle on a plus d'échecs aussi à la mandibule qu'au maxillaire. Maintenant, on a plus de taux de succès au maxillaire qu'à la mandibule, mais c'est souvent dû à l'utilisation d'un certain type de micro-implants.
Il faut aussi choisir ce qui vous permet d'obtenir le plus d'efficience et d'efficacité pour chaque patient individuel. Encore une fois, il n'y a pas une règle qui s'applique à tous. Bon, je vais passer là parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Micro-implant titane pur, 1.6, on n'a pas pu le retirer, tellement il était ostéo-intégré. Or, les micro-implants devraient être faciles à retirer, ça joue aussi. C'est la différence entre un implant orthodontique et prothétique, la visée prothétique. Normalement, il faut pouvoir le retirer facilement lorsqu'on retire les braquettes par rapport à la pose d'un implant à visée de restauration prothétique. Certaines sociétés utilisent le titane plutôt que l'acier inoxydable, mais c'est plus difficile à réaliser. Après, quand vous les regardez comme ça, aux premières vues, vous ne pourriez pas me dire lequel est en titane, lequel est en acier inoxydable. C'est la raison pour laquelle de très nombreux orthodontistes cassent les implants titane en les utilisant parce qu'ils n'ont pas la même capacité de résistance. Quand ils sont habitués à l'acier inoxydable, ils ont tendance à penser, bon, de toute façon, le titane, ça se manipule comme l'acier inoxydable, mais pas du tout. Il n'y a qu'un seul implant en acier inoxydable qui ait reçu l'autorisation de la FDA américaine. Dans notre expérience, il n'y a pas de différence en matière de taux de succès de toute façon. Il y a aujourd'hui les alliages nickel, mais les alliages titane ne contiennent pas de nickel, justement, qui aujourd'hui pose problème. Quels sont les facteurs de l'échec? On a changé tellement de fois le type de concept, on a fait des études sur les animaux, des études cliniques. Et lorsque je fais une recherche sur Internet concernant les taux de succès des implants à visée prothétique, là aussi, je vois que de toute façon, il y a quand même pas mal d'échecs. Personne n'a jamais obtenu un taux de succès de 100%. Parfois, on a des taux d'échec beaucoup plus importants chez les jeunes que chez les patients adultes. Ici, vous avez les données de mon département, taux d'échec au maxillaire et à la mandibule. Encore une fois, je vous l'ai dit, à la mandibule, on a des taux d'échec plus importants. Ici, un praticien brésilien qui a parlé d'un taux d'échec de 91%. Pourquoi a-t-on plus d'échecs à la mandibule en vestibulaire? Eh bien, parce que, voilà, si l'on insère sans forêt, on obtient ce type de fracture de l'os cortical. C'est l'une des causes de l'échec lorsque l'on pose des vis sans forêt au préalable. À une époque, on pouvait voir ce genre d'image avec un implant dans l'os alvéolaire. Après, l'os cortical, il a une résistance et une épaisseur différentes d'un patient à l'autre ou d'un site à un autre. On peut avoir un côté avec un os très épais, de l'autre côté, l'os est beaucoup plus fin, chez le même patient. Et tant qu'on n'a pas foré, avant de mettre le micro-implant, comment fait-on pour connaître la densité de l'os? Le cone beam va nous donner des informations intéressantes, mais ça n'est pas suffisant pour insérer le micro-implant à 100%. Si la résistance initiale est supérieure à 5 à 10 newtons par centimètre carré, on aura plus de chances d'échec. Mais comment est-ce qu'on connaît cette force? Regardez ce stylo. Si vous pouvez mesurer la distance avec vos deux doigts, ça fait 10 newtons à peu près, hein, si vous le faites à la main. Donc de nombreux patients le font, de nombreux praticiens le font avec toute la main. Mais si vous le faites juste avec vos deux doigts, prenez un stylo. Si vous
Si vous le tournez avec toute votre poignée, toute votre main, c'est une chose, mais avec 2 doigts, vous avez à peu près 10 newtons par centimètre carré de force. Et si vous le faites, à ce moment-là, vous ne fracturerez jamais les micro-implants. Et vous augmenterez d'autant votre taux de succès. Les fractures sont fréquentes également parce que l'on utilise du titane pur. Ici, on a un alliage titane. Personne n'utilise plus de toute façon, même au golf, on n'utilise plus de clubs de golf en os inoxydable. On utilise des clubs de golf en titane. Et en titane, à une époque, ces clubs de golf se fracturaient. Vous voyez ici les alliages titane qui se fracturent à ce niveau de force. Ce qui veut dire que l'alliage titane est plus résistant que l'acier inoxydable. Mais à un moment donné, quand même, on arrive à le casser. L'acier inoxydable va finir par se fracturer, mais dans le temps. Plus une question de temps que de force. On pense que plus l'implant est gros et plus il coûte cher. En fait, c'est l'inverse. Plus il est petit, plus il est cher, parce qu'il est plus difficile à fabriquer. Donc un implant plus fin coûte plus cher qu'un implant plus gros. Parce qu'il va falloir l'usiner avec des machines très très précises. Un implant pour des restaurations prosthodontiques, ça va prendre 3 minutes, alors qu'un petit implant pour un ancrage orthodontique, ça va prendre plusieurs minutes et ça coûte plus cher. C'est pour ça que les sociétés qui fabriquent des implants, d'ailleurs, ne sont pas trop intéressées par la fabrication des micro-implants pour ancrage orthodontique. Ça n'est pas rentable. Donc, beaucoup de cliniciens ne veulent pas se servir d'un moteur pour forer. Et c'est pour ça que j'ai fabriqué ce type d'appareil en acier. Également, j'ai fait un système de forage à la main, sans moteur. J'ai testé ce système. Les cliniciens s'inquiétaient. Ils ne voulaient pas se servir d'un moteur à grande vitesse. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour parler d'autres problèmes, mais je vais vous montrer quelques cas. Avec le modelage et le remodelage, pendant le traitement orthodontique, on apprend des choses. Par exemple, ici, si on retire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les problèmes ici. Comme ça. C'est normal. C'est pour ça qu'on peut faire un traitement orthodontique. La mandibule, c'est encore plus exposé. Cependant, avec l'utilisation des micro-implants, avec certains patients, il n'y a pas de remodelage de cet os alvéolaire. Et je explique souvent, toujours aux patients, parfois, il faut une prothèse alvéolaire des fois. Une patiente, vous voyez une occlusion presque parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de résorption de l'os alvéolaire. Dans mon expérience, il faut beaucoup de temps, parfois plusieurs années. Pour l'enlever. Vous voyez? Donc, il y avait une prothèse alvéolaire. Le patient a été en colère parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de choses. On n'avait pas prévu ce genre de traitement.
Mais maintenant, j'explique toujours, dès le début du traitement, ce qui peut se passer. Ensuite, que s'est-il passé si on retire de 6 ou 7 mm au niveau du palais ici? Avec la sifflométrie, il est impossible de vérifier la hauteur de l'os alvéolaire côté palatin, mais avec le cone beam, on peut voir l'os cortical côté palatin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à retirer de 6 ou 7 mm. Ici, heureusement, 9 ans plus tard, on pouvait à nouveau voir de l'os alvéolaire. Alors nous recevons encore ce genre de données et on va sans doute les publier prochainement. Vous pouvez voir, voilà. Et il ne me reste plus beaucoup de temps pour vous parler des micro-implants. Peut-être que la prochaine fois, je vais vous présenter d'autres expériences en ce qui concerne l'ancrage avec micro-implants. Voilà, on commence dans la vie avec la naissance, B, birth en anglais, et on va jusqu'à la mort, D en anglais avec death. Et entre les deux, il y a le C, le choix. Tous les jours, il y a tellement de choix à faire. Quelle est la meilleure façon de manger? Et chaque fois que je vois mes patients, je me dis, quel bracket est bon pour ce patient? Les MEA, micro-implants, les SLB, les brackets autoligaturants. Je pense que c'est une bonne solution maintenant pour mon traitement quotidien. C'est à vous de choisir. Je suis le président de l'association d'orthodontistes coréens. Nous allons organiser un congrès à Séoul le 7 octobre. Si cela vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir assister à notre congrès, comme je vous le dis, le 7 octobre jusqu'au 9. Merci beaucoup. Merci de votre attention.